Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 29 novembre 2022 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous partirons pour la mode Servolex où le tout premier projet du budget citoyen de Savoie vient de voir le jour. Une forêt urbaine créée sous l'impulsion des habitants et des scolaires des alentours. Nous le verrons. Et puis focus ce soir sur le problème de la prolifération des chats errants sur notre territoire. Afin d'endiguer ce phénomène, l'association Félin des Cimes organise de nombreuses actions. Reportage à suivre. Je vous le disais, en titre lancé en octobre 2020, le budget citoyen de la Savoie se concrétise enfin. Le premier projet vient tout juste de sortir de terre et ce, au sens propre du terme, puisque la forêt Miyawaki de la Motte Servolex vient en effet d'être inaugurée il y a quelques jours à peine. 1800 arbres ont ainsi été plantés par le grand public, mais aussi et surtout par des élèves des différentes écoles primaires. Sébastien Germain était présent. Prenez de la boue, des bottes et un certain goût de la liberté et vous obtiendrez des enfants heureux. La semaine dernière, une quarantaine d'élèves d'école primaire de la Motte Servolex a pu planter les arbres qui composeront la future forêt Miyawaki de la commune. Le fait qu'il soit vert, c'est la chlorophylle. Et que pour faire de la chlorophylle, il faut des sels minéraux, de l'eau, du CO2 et du soleil. On a planté des arbres, j'ai adoré planter des arbres, c'était bien. On a mis les arbres, on les a recouverts de terre, on a mis de la paille, on a fait plein de trucs cool. Cette forêt urbaine implantée dans le secteur de la briquerie à la Motte Servolex est le tout premier projet du budget citoyen lancé par le département de la Savoie en octobre 2020 à voir le jour. Cette initiative, désormais concrète, est cofinancée par la ville de la Motte Servolex, le Crédit Agricole et donc le conseil départemental à hauteur de près de 40 000 €. C'est une vraie satisfaction, parce que ce n'était pas gagné au départ, parce qu'on dit tellement que les gens sont démotivés, etc. C'est exactement le contraire, puisque nous avons eu une très forte participation à ce budget citoyen, dans le cadre de notre politique jeunesse, dans le cadre de notre politique du budget citoyen, et aussi dans le cadre de notre politique environnementale, puisque les deux axes de ce budget citoyen, c'est tout ce qui concerne la dynamique durable, et tout ce qui concerne l'aide aux personnes. Donc c'est vraiment ces deux axes qui sont respectés ici. À l'origine de cette forêt Miyawaki, du nom d'un célèbre botaniste japonais, on retrouve donc l'association L'Arbreville, créée spécialement pour ce budget citoyen par une dizaine d'amis avec une idée claire, réconcilier la nature et le monde citadin. Au total, ce sont 1800 arbres provenant de 25 essences différentes qui ont été plantés. L'idée, c'est qu'on puisse créer une forêt telle qu'elle aurait poussé toute seule si on lui avait laissé du temps, c'est-à-dire 200 ans. Nous, on va essayer en 20 ans de reproduire une forêt qui aura 200 ans. Ce sera des arbres du coup qui seront beaucoup plus résistants, notamment au changement climatique. L'idée, c'est aussi de proposer des forêts qui ne sont pas du bois d'exploitation. Donc c'est une forêt qu'on va pouvoir en fait laisser grandir. Et c'est aussi tout l'intérêt de la présence des enfants, c'est une visée aussi pédagogique. Il y a eu beaucoup d'incendies cet été. Les enfants, ils en ont eu très peur. Et c'est une manière aussi de leur montrer qu'on pouvait réparer les choses. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de créer une forêt native. Grâce à cette méthode Miyawaki, qui permet une croissance des arbres 10 fois plus rapide que dans une forêt classique, la forêt de la Motte Servolex et ses 600 mètres carrés devrait être autonome en seulement 3 ans. Nous vous l'évoquions dans notre aparté de ce lundi, les saisonniers affiliés au syndicat CGT manifestaient en ce début de semaine devant les locaux de Domaine Skiable de France, à Francin en Savoie. Au terme des négociations, ces travailleurs, essentiels au bon fonctionnement de nos stations de ski, verront donc leur salaire revalorisé de 7,1% cette année. Je vous propose d'écouter à ce sujet les précisions d'Antoine Fatigard, le responsable CGT Transport et Saisonniers, qui évoquait donc cette victoire sur notre antenne dans le cadre de l'aparté de la rédac diffusé ce lundi soir. Je rappelle, c'est un secteur qui a 20 000 salariés, dont 18 000 sont des saisonniers au niveau national. Et c'est un secteur qui pèse lourd dans le chiffre d'affaires globalement du tourisme. Donc, un des enjeux, c'était la question de la rémunération. Sur cette question-là, la négociation vient d'être close. On a débuté à 5 propositions patronales et nous avons terminé à 7,1% d'augmentation. Et nous avons, au niveau de la CGT, formalisé un accord sur cette base-là, ce qui nous fait dire qu'en gros, la mobilisation a été importante, nécessaire, et qu'il fallait bien ça pour que Domaine Skiable de France comprenne qu'aujourd'hui, si on ne valorise pas ces métiers, si on ne tient pas compte du coût de la vie dans les stations,
et donc s'il n'y a pas les augmentations qui vont avec, eh bien on est capable aussi de mobiliser, alors là c'était à França, mais y compris dans les entreprises, et y compris à partir de cet hiver. Je pense que la négociation a été de bon niveau, hein, puisque nous l'avons formalisé. Nous avions demandé 10 au départ. Arriver à 7,1, c'est pas mal. Et y compris, ça tient compte. Et je rappelle que la négociation qui est au niveau de la convention collective, c'est pour toutes les petites entreprises. Et c'est intéressant de voir ce niveau d'augmentation salariale pour des salariés qui n'ont pas de syndicat ou qui sont peu représentés. Parce que de l'autre côté, cette négociation, elle entrouvre aussi la porte pour les grosses boîtes. Mais les grosses boîtes, je ne me fais pas de soucis, les connaissant bien, il y a moyen qu'elles grattent plus dans leur entreprise parce qu'il y a quand même aussi plus de moyens. Il a beau être pour certains l'un des meilleurs compagnons de l'homme, on dénombre pourtant en France près de 11 millions de chats errants abandonnés ou nés dans la nature. Afin de lutter contre leur prolifération, l'association Les Félins des Cimes met la main à la pâte, tentant de réduire ce nombre, menant régulièrement des actions sur le terrain. Entre trapage, stérilisation ou encore adoption, l'association œuvre depuis 2 années déjà afin de lutter la reproduction massive de ces chats, mais aussi pour leur offrir une nouvelle vie. Manon Toiti a suivi les membres de cette association durant une journée. L'après-midi débute avec une intervention sur le terrain pour les Félins des Cimes. L'association tente de lutter contre la prolifération des chats errants dans le bassin genevois. Aujourd'hui, c'est un habitant de Machy qui a fait appel à leur service. Il a compté 9 chats aux alentours de chez lui. Là, ça fait 1 an qu'on vient d'acheter. Et puis du coup, petit à petit, il y avait 2 chats, 3 chats, 4 chats. Et puis ils étaient petits, après ils ont grandi. Donc du coup, on peut s'en occuper, mais pas pendant 15 ans, parce que c'est un peu l'espérance de vie d'un chat. Donc vu qu'on aime bien les animaux, avec ma compagne, du coup, on a décidé de faire en sorte que ces chats ils soient adoptés, quoi, dans une belle famille d'accueil. Pâté, croquettes ou encore couverture, tout est fait pour attirer les chats. L'objectif est d'essayer d'en attraper au moins un. 2 trappes sont installées. Elles nécessitent une surveillance constante pour préserver la sécurité des animaux. Les membres de l'association font preuve d'une grande patience. Franchement, des fois, c'est fastidieux parce qu'on passe 3 heures, 4 heures. Des fois, on a les chats qui viennent juste devant la trappe et en fait, ils ne rentrent pas. Et c'est vrai que c'est assez frustrant. Mais voilà, il ne faut pas abandonner parce que le trappage, de toute façon, ce n'est pas quelque chose de facile. Et effectivement, il faut prendre son mal en patience. Pas un chat en vue. Après avoir testé 2 emplacements différents, Marie et Mélanie repartent bredouille. Dans le doute, elles laissent une cage chez l'habitant. Une fois arrivée chez Marie, elle reçoit un appel. Et à tout hasard, vous pourriez venir à Fillinges ou pas du tout ? 3 chats sont dans la trappe laissée plus tôt à Machy et 10 minutes plus tard, les voilà chez Marie. D'abord, il faut savoir s'ils sont pucés, malades ou blessés. Marie et Mélanie cherchent ensuite à identifier s'ils sont sauvages ou sociables. Cette deuxième étape est fatidique. Elle détermine le sort des chats. Ils seront soit libérés après stérilisation, soit en famille d'accueil dans l'attente d'une adoption. 2 des 3 chats repartent avec Mélanie. Elle est famille d'accueil et les gardera jusqu'à la fin de leur traitement. Le dernier est plus agressif. Dans le doute, il est isolé et mis en quarantaine. Marie décide de l'emmener chez une vétérinaire pour le stériliser. Il est 17h30. Delphine pensait avoir fini sa journée. Mais ce trappage surprise a modifié ses plans. L'association travaille avec plusieurs vétérinaires qui sont essentiels pour lutter contre la prolifération des chats errants. Il faut bien se rendre compte qu'une chatte peut se reproduire à partir de l'âge de 6 mois. Elle peut faire 2 à 3 portées par an. Et chaque portée peut contenir jusqu'à 4, 5, 6 chatons, dont la moitié de femelles. Et ces chatons peuvent à nouveau se reproduire, etc. à l'infini. On estime qu'une chatte femelle peut être à l'origine de 25 000 chats dans sa vie. Après l'intervention, le chat s'est avéré être très sociable. Il est parti en famille d'accueil et devrait être adopté dans les prochaines semaines. Depuis le début de l'année, 200 chats sont passés par l'association. Les plus sauvages ont été relâchés après leur stérilisation. Les autres ont trouvé une nouvelle vie auprès de leur famille d'adoption. Partons maintenant à la découverte d'une créatrice haut-savoyarde spécialisée dans l'art miniature. Ayant grandi dans le bassin genevois, Alexandra Karl s'est spécialisée dans l'horlogerie sur mesure. Dans son atelier, elle sculpte, grave et peint des modèles de montres uniques qui deviendront, au terme de son travail d'orfèvre, de véritables œuvres d'art exclusives. Portrait d'une artiste pas comme les autres, signé Lucas Ruche. Minutie, calme et patience sont les maîtres mots d'Alexandra Karl.
Cet artiste spécialisé dans le travail miniature peint, cisèle et grave des montres uniques et singulières. Cet art, répandu chez nos voisins genevois, nécessite la plus grande précision. C'est pourquoi Alexandra a recours aux loupes binoculaires. Là, je suis vraiment plongée dans la pièce. Et on retient presque son souffle, en fait, quand on peint. On ne devrait pas, mais c'est la concentration plus le souffle. En fait, il faut bien respirer quand même. Ce véritable travail d'orfèvre nécessite évidemment du temps, beaucoup de temps pour que l'artiste puisse exprimer pleinement son talent du bout de son pinceau de seulement 1 mm de diamètre. Je suis comme si j'étais traversée par quelque chose qui guide mon pinceau, qui guide mes mains. Et à travers ça, je traduis, je donne le meilleur de moi-même, en fait. À chaque pièce, c'est un plaisir d'œuvrer, vraiment, pour satisfaire le client. Là, sur une pièce comme celle de John Michael Phlox, il faut du temps, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et vraiment, je vais jusque dans le détail. C'est ça qui me plaît, c'est de sortir des petits détails que, comme ça, en regardant la montre, on ne l'aurait peut-être pas vu, mais moi je suis là justement pour accentuer ces petits détails. Privilégiant le 100% local, Alexandra Karl collabore exclusivement avec des horlogers indépendants. Elle travaille actuellement sur la reproduction de cet ancien papyrus du Moyen-Orient. Je me suis inspirée de cette ancienne horloge Al-Jazari, avec ses couleurs très, très lumineuses. Et donc là, je suis en train de faire la partie arrière et ici nous avons la partie avant avec une belle gravure. Sur cette pièce-là, 15 jours de micro-peinture seront nécessaires. Une fois assemblée, cette montre sur mesure coûtera quelques dizaines de milliers d'euros au futur acquéreur. Le prix à payer pour s'offrir une œuvre d'art hors du commun. Nous vous en parlions dans notre édition de ce lundi. Le FC Annecy et le Chambéry Savoie Football se sont qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe de France le week-end dernier. Le tirage au sort du prochain tour s'est déroulé ce lundi soir. Les professionnels d'Annecy se déplaceront donc dans l'est de la France pour y affronter l'Entente sportive Villerupt-Tille, club de régional 1, soit le 6e échelon national. Quant aux Savoyards de Chambéry, ils joueront également à l'extérieur. Le CSF a hérité de l'équipe d'Aubagne qui évolue en National 2. Leurs matchs auront lieu le week-end du 7 janvier 2023. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal. On se quitte avec de belles images synonymes d'un début de saison imminent sur nos départements. Sous vos yeux, la station de Méribel en Savoie qui nous a gratifié ce jour d'un petit tour d'horizon du village et de ses alentours, revêtus de leur manteau hivernal. Et justement, pour tout savoir sur les prévisions des prochaines chutes de neige, ne manquez pas la météo de Thierry Paulme diffusée dès la fin de ce journal. Après quoi, je vous retrouve pour le magazine L'Aparté de la Rédac qui traitera ce soir du lancement de la campagne hivernale des Restos du Cœur. Le prochain point avec l'actualité, c'est demain à 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes.